Bonjour à toutes, bonjour à tous, marhaba bikoum dans le 12-13 de Média 24. Pendant longtemps, les clubs de foot marocains ont fonctionné selon un modèle associatif, souvent marqué par l'instabilité financière, les changements de gouvernance permanents et une forte dépendance aux résultats sportifs. Mais depuis peu, un autre modèle tente progressivement de s'imposer, celui des sociétés sportives, à l'image du Raja de Casablanca qui a opéré l'année dernière cette mutation structurelle en ouvrant son capital à un institutionnel avec l'activation de Raja SA, l'arrivée d'un investisseur majoritaire et une nouvelle gouvernance. Le club tente de construire un modèle plus structuré, plus stable économiquement et moins dépendant aux crises chroniques. Plus simple à dire qu'à faire, mais en tous les cas, nous allons en parler avec notre invitée, Nawal El Aïdaoui, directrice générale de Raja SA. C'est notre sujet à la une. Avec Aziz Bousta à ma droite, comme d'habitude. Salut Aziz. Salut. Comment ça va? Alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah. Ça va? Et notre invité à ma gauche, Nawal Aïdaoui, donc directrice générale de la société anonyme du Raja, Raja SA. Bonjour, on m'a avec Mahana dans le 12-13 de Média 24. Merci pour l'invitation. C'est votre première prise de parole publique depuis votre nomination en début d'année. C'était le 6 janvier 2026, oui, il me semble. Effectivement. Nous sommes ravis de vous accueillir. Merci. Pour faire justement le point de ce projet de transformation en société anonyme du Raja. Alors, il y a quelques mois de cela, c'était fin 2025, Marsa Maroc, via Ports for Impact, procédait à une prise de participation majoritaire dans le capital justement de la nouvelle société Raja SA, à hauteur de 60%, équivalent à 150 millions de dirhams étalés sur 3 ans. C'est bien ça, les chiffres sont bons. Exact. Oui. Alors, on est quasiment un an après l'annonce officielle de ce projet de structuration. Quel bilan d'étape faites-vous de ce mariage? Parce que c'est un mariage entre, d'un côté, l'association sportive qui gérait les affaires courantes du Raja depuis tout le temps, et le nouvel investisseur institutionnel qui a fait son entrée donc dans le capital de Raja SA. Oui. Alors, on peut dire, après quelques mois de cette prise de participation effective, on n'est pas encore à une année exactement, parce Presque. que ça a été fait au mois d'octobre dernier. La gouvernance de la SA a été mise en place. Donc, il y a aujourd'hui un conseil d'administration donc qui est constitué de membres représentants Ports for Impact d'un côté et de membres administrateurs qui représentent l'association de l'autre côté. Nous avons aussi 3 comités au sein de ce conseil d'administration. Le comité audit, comité stratégie, qui sont des comités classiques dans les entreprises et dans les sociétés anonymes. Et la particularité d'une société sportive, c'est que nous avons un comité sportif qui veille à la mise en place et au suivi de la stratégie sportive du club, donc qui est l'activité principale. Donc aujourd'hui, la SA est en train de s'organiser et de se staffer. Donc il faut du temps pour construire une organisation à partir de zéro. J'ai été nommée au mois de janvier. Le directeur financier est arrivé quelques mois avant moi. Il y a une direction sportive qui est en place, dont le staffing doit être complété. Et il y a une direction marketing à créer de zéro, qui est une direction stratégique parce que le marketing représente la source de monétisation. Nous allons y venir. Du club. Nous allons justement décortiquer le modèle économique de la nouvelle société anonyme du Raja. Mais ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est justement d'avoir votre feedback par rapport à ce projet qui va prendre du temps parce que on change pas complètement de méthodologie de gouvernance et de gestion en un claquement du doigt, mais au cours des premiers mois, comment s'est faite cette cohabitation entre les deux parties, j'ai envie de dire? Qui décide de quoi? Comment se font les réunions? Quelles sont les décisions qui appartiennent à l'investisseur institutionnel, celles qui appartiennent aux personnes en charge de la politique sportive? C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Oui. Alors, les instances qui ont le plus travaillé, on va dire, sur les derniers mois, depuis cette association, ce sont les comités, les différents comités. Donc, le comité sportif, comme je l'ai mentionné, est présidé par il est constitué des membres les administrateurs qui représentent l'association. Et donc, ce comité sportif, c'est lui qui a pris toutes les décisions stratégiques par rapport au volet sportif de la société, notamment en recrutant le directeur sportif, en veillant au staffing de
tout le staff technique de toute la direction sportive et qui a fait le suivi de l'exécution de la stratégie sportive qui a été convenue jusqu'à maintenant. Stratégie qui est amenée à évoluer, bien entendu. Donc ensuite, le comité stratégie veille donc à la mise en place d'un business plan qui est encore un chantier en cours de construction. Donc en mode pour passer d'une association à une société sportive, nous avons besoin de mettre en place un modèle économique qui soit viable et pérenne. Donc on ne peut plus vivre de subventions et de mécénat, donc on doit passer vraiment à une logique économique de création de valeur. Donc et au-delà de la performance sportive, nous avons une marque nous avons une marque puissante. Il y a un capital émotionnel qui est puissant du Raja auprès de ses fans, et c'est la structuration de cet asset marque qui va nous permettre en fait de développer le business plan à venir. Voilà. Alors après la prise de participation majoritaire de Marsa Maroc via Ports for Impact, oui. Le capital social de la société sportive avait été porté à 250 millions de dirhams. Il y a pas mal de confusion chez les gens qui peuvent se dire naturellement, un peu le comprendre, qu'aujourd'hui le Raja vaut 250 millions de dirhams. Est-ce que c'est le cas? Quelle est la valorisation nette aujourd'hui d'un club comme le Raja de Casablanca? Alors, pour comprendre les 250 millions, donc il faut revenir à la source. Donc, Ports for Impact a fait un apport de 150 millions de dirhams, donc qui est un apport en numéraire, et l'association a fait un apport de deux assets principaux qui sont les contrats de joueurs qui ont été valorisés à 80 millions de dirhams et la marque qui est un asset important, donc qui a été valorisé à 150 millions de dirhams. Donc, la somme des deux fait 180 millions, et ça c'était l'apport de l'association. Maintenant, on a dû déduire de cet apport-là la dette qui a été aussi apportée. Donc, quand vous déduisez 130 millions de dirhams de dette, vous atterrissez sur un apport net de 100 millions. Et donc, c'est ce qui fait les 250 millions, donc la constitution du capital. Alors, il n'y a pas de débat sur la valorisation de manière technique parce que donc ce sont des banques d'affaires très pointues en la matière qui ont veillé sur ce montage-là, ouais. Sur cette étude et cette valorisation. C'est important de rappeler que le foncier qui est un asset important qui appartient à l'association reste toujours chez l'association, donc il n'y a pas eu d'apport de foncier. De quel foncier on parle? Donc surtout l'académie, donc le site, ce qu'on appelle l'académie du Raja, qui est le nouveau centre de formation, qui est un terrain de 7 hectares qui a été offert par Sa Majesté le roi Mohammed VI déjà en 2013, quand le Raja était arrivé à la finale de la Coupe du Monde des clubs, et que la fédération a construit, a aménagé pour ce qui constitue aujourd'hui le centre de formation principal où s'entraîne l'équipe première et où s'entraînent en fait toutes les catégories de jeunes, plus l'équipe féminine et les jeunes de l'équipe féminine. Très bien. Juste avant de donner la parole à Aziz, en restant sur cette question des assets d'un club de foot, on voit un petit peu comment évoluent les clubs à l'international en Europe, les réussites des modèles économiques, que ce soit mais surtout en Europe. Généralement, on a la concomitance de deux facteurs. D'abord, un investisseur avec un carnet de chèques quasi illimité, si on prend les plus grands clubs européens, mais surtout un stade propriété du club en question. Or, le problème qui se pose, et j'imagine que c'est pas la première fois qu'on vous pose cette question, c'est que est-ce que c'est possible d'être complètement indépendant économiquement, d'avoir un business model viable et pérenne pour un club de foot marocain qui ne dispose pas de son propre terrain? Oui. De son propre stade, oui. Non, vous posez une question très pertinente, effectivement, parce que le stade représente une source de revenus importante, et aujourd'hui, quand vous voyez les grands clubs européens qui sont propriétaires de leur stade, ils en font une source de revenus en dehors du sportif. Donc, ils ont réussi à aménager des stades avec on voit des technologies incroyables, des pelouses qui se rétractent, qui permettent d'exploiter le stade pour autre chose que des matchs de foot, comme des concerts, etc. Donc, nous n'avons pas ce setup en ce moment.
Maintenant, il y a beaucoup de... vous en discutez entre vous? Pourquoi pas? Oui, ça fait partie des grandes idées d'avenir. Donc, ce n'est pas du tout dans l'agenda ni du court terme ni du moyen terme, mais pourquoi pas? Par contre, avec le stade actuel, nous pensons vraiment qu'il y a beaucoup plus de choses à faire pour améliorer l'expérience des fans. Donc, nous avons le premier volet sur lequel donc nous planchons en ce moment, c'est le volet de la sécurisation de l'expérience. Ensuite, il y a toute l'expérience à l'intérieur du stade, que ce soit pour la partie loge VIP ou bien pour le reste du stade. Il y a toute la partie catering, buvette, etc. On est en train de penser à installer des pop-up stores pour la vente de maillots. Quand on vient au stade, on a envie soit d'acheter le maillot en début de match pour regarder le match avec un accessoire donc émotionnel, soit d'acheter le maillot après le match pour emporter un peu de notre équipe favorite à la maison quand on vient avec nos enfants. Donc ça leur fait plaisir aussi de repartir avec des gadgets et des souvenirs. Donc il y a beaucoup à faire avec le stade qu'on a aujourd'hui et ce sont tous des projets sur lesquels on travaille à partir de la saison prochaine. Le stade Mohamed V, il est compatible avec cette vision? Oui, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, sincèrement. Alors comme je disais, les revenus du stade, c'est un bloc important dans la stratégie de monétisation qui va en parallèle avec d'autres sources de revenus comme le merchandising et le sponsoring. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le revenu principal qui a été activé historiquement vient du stade parce que la billetterie oui. C'est un revenu classique. Donc il y a un incrémental à aller chercher au-delà de la billetterie. Il y a une restructuration d'abord de la billetterie. Nous réfléchissons à des exécutions comme packager un grand match avec un petit match, packager un match avec des achats sur place. Quand vous achetez votre billet, on vous propose d'acheter des choses avec. Donc tout ça, ce sont des produits qu'on peut concevoir et mettre à la disposition des fans. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, c'est vrai que le plus grand de l'incrémental va venir des projets qui n'ont jamais été activés auparavant. Voilà. Notamment. Nous allons y venir dans un instant, mais j'aimerais donner la parole à Aziz. Alors, quand vous parlez de structuration, Madame Laïlaoui, est-ce qu'il n'y a pas un risque que le nouvel actionnaire, c'est-à-dire Marsa Maroc, agisse comme dans une logique capitalistique, c'est-à-dire qui c'est qui va tenir véritablement, qui dirige ce club? Je suppose que quand on a 60% du capital, on peut décider sur un certain nombre de choses. Je parle en profane sur le choix des joueurs, enfin je ne sais pas trop quoi. Est-ce qu'il n'y a pas une perte d'indépendance ou d'autonomie de la décision en ce qui concerne le foot, en ce qui concerne le club? Et d'un autre côté, deuxième question, quel est le rôle de la fédération? Vous changez complètement de structure, c'est-à-dire vous aviez une association, maintenant c'est une entreprise, c'est une société. Comment réagit la fédération à sa question? Enfin, je sais comment réagir, mais quelles sont les relations? Comment vont être les relations avec la fédération? Oui. Alors, par rapport à l'actionnaire de Raja SA, donc on parle de Ports for Impact. Donc c'est Ports for Impact en fait qui est notre actionnaire majoritaire. Donc Ports for Impact siège au conseil d'administration, donc au même titre que l'association, avec un partage donc des postes d'administrateurs de 60-40 qui reflète le partage de capital. Comme je disais, donc au-delà, après le conseil d'administration vient le rôle des différents comités, notamment le comité stratégie, le comité audit, où il y a des représentants des deux actionnaires, et le comité sportif où participent principalement les administrateurs de l'association. Et naturellement, c'est ce comité sportif en fait qui est amené à prendre les décisions stratégiques, notamment les nominations de tous les postes dans le pôle sportif. En premier, le directeur sportif. Ensuite, l'élaboration et le suivi de la stratégie sportive. Et les administrateurs de Ports for Impact n'ont pas leur mot à dire sur la politique sportive? Alors, on en discute au sein du conseil d'administration. On peut en discuter bien sûr en bonne intelligence, et c'est ce qui se fait. Qui c'est qui préside le conseil d'administration? Le conseil d'administration est présidé par Ports for Impact, ce qui est naturel. Voilà. Qui sont l'actionnaire majoritaire. Ils ont leur mot à dire. Exactement. Je crois exactement. Maintenant, l'expertise dans la gestion sportive vient
77 ans d'expérience au sein de l'association, et c'est à ce titre que l'association dirige le comité sportif et prend les décisions stratégiques qui doivent être après validées en conseil d'administration. Donc c'est ça le schéma de gouvernance qui a été mis en place. Et les deux autres comités ont aussi un rôle important. Donc le comité d'audit pour s'assurer donc de la bonne gouvernance, de la bonne tenue des comptes de l'entreprise, et le comité stratégie qui doit mettre en place tout le business plan et la stratégie de développement global de la société, comme dans toute entreprise en format société anonyme. Alors avant votre nomination, vous venez du monde du conseil. Il reste la deuxième question, si tu permets. Par rapport à la fédération. Avec la fédération. Alors, les clubs en général sont plus proches de la ligue. Nous avons 3 ligues au Maroc: la Ligue nationale de football professionnel qui gère le football masculin, la Ligue nationale de football féminin, la LNFF, et la Ligue nationale de football diversifié qui gère le futsal. Donc c'est très important de rappeler que le Raja et puis tous les clubs de la première division ne sont pas que l'équipe première masculine. Donc c'est vrai que c'est ce qu'on voit le plus à la télé, mais nous avons une usine entre guillemets en interne. Nous avons 7 équipes de jeunes qui évoluent dans un programme d'élite, en formation en mode sport-études. Donc ils sont dans un programme aménagé avec un collège et lycée à Casablanca. Donc ils ont les cours le matin, ils s'entraînent tous les après-midi. Et nous avons aussi l'équipe de football féminin, donc l'équipe A, qui évolue en 2e division. Et nous avons aussi une équipe de jeunes féminines, les U16. Et nous avons l'équipe de football masculin, avec une équipe de jeunes de futsal, football salle. Avec une équipe de jeunes de futsal. Et la saison prochaine, comme cette équipe va passer en première division, donc on va créer plus de sections de jeunes futsal, et on va créer aussi un futsal féminin, qui sont les recommandations en fait de la fédération. Donc dans le quotidien, c'est la ligue en fait qui gère le championnat. C'est notre interlocuteur principal. Sur le volet sportif. Sur le volet sportif. Mais en ce qui concerne le projet de transformation ASA, la question de Aziz, elle est pertinente dans le sens où est-ce que la fédération, c'est elle qui a porté à la base ce projet pour l'ensemble des clubs de foot, est-ce qu'elle agit comme un accompagnateur, comme un facilitateur, ou comme un contrôleur de ce que font les uns et les autres? Oui, non, contrôleur, non, je n'irai pas jusqu'à dire ça, parce que c'est le conseil d'administration en fait qui a la responsabilité ultime de toutes les décisions en fait de la société. Maintenant, dans la constitution de ce partenariat, la fédération effectivement a joué un rôle majeur. La fédération a, avec le ministère des Sports, a mis en place la loi sur les sociétés sportives, la loi 3009, qui démarre à partir de l'article 15 et qui définit en fait le cadre dans lequel les associations de football sportives peuvent être gérées en mode société anonyme. Donc notamment l'élément le plus important dans ce texte de loi, c'est la convention sportive, ce qu'on appelle la convention sportive, donc qui est un document qui a une durée de 10 ans, qui doit être signé entre les deux actionnaires, où l'association transfère les assets, joueurs et marques, à la société en contrepartie d'une redevance. Donc tous les clubs de football en mode association au Maroc vont devoir passer par cette case. Et donc ça, c'est la partie un peu sensible de la transaction. Tout se passe autour de cette convention sportive. Donc elle est cadrée dans le texte de loi, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se discuter selon la situation des clubs. Et c'est là effectivement où il peut y avoir je ne dirais pas un contrôle, on est loin de là, mais un encadrement, on va dire, pour s'assurer que le texte de loi est respecté, que les conventions sont normal. Je le disais tout à l'heure, vous venez du monde de l'entreprise dite classique, où les règles de gouvernance sont clairement établies, et là vous basculez dans le monde du foot où toutes les règles sont quasiment en pleine gestation et on apprend à gérer autrement le foot marocain. Alors ma question est la suivante, vous êtes en place depuis à peu près 5 mois, est-ce qu'on gère un club de foot comme une entreprise normale? Est-ce que c'est la même mode de gestion, de gouvernance, les mêmes problématiques, les mêmes défis? Et question subsidiaire pour compléter la question de mon ami Adil, je vais faire mon macho.
C'est bien, c'est assez inédit de trouver une femme à la tête d'un club, d'un sport qui est en train de se féminiser, d'accord, mais qui reste quand même quelque part un peu masculin. Oui. Pourquoi c'est macho de le dire, au contraire? Tu mets en C'est pas évidence macho, donc c'est pas macho. Voilà, c'est parfait, ça me rassure. À moi que ce soit et que je suis fière de la confiance qui m'a été accordée dans ce projet et en même temps je suis consciente de l'ampleur de la responsabilité. Donc c'est une grande responsabilité devant un public de millions de fans. C'est une grande responsabilité devant des institutions donc qui sont les parties prenantes de ce projet. Maintenant, c'est vrai que la symbolique est forte. Elle est forte pour notre pays. Ça montre résolument l'image d'un Maroc moderne, un Maroc qui a confiance en ses talents féminins et femmes et hommes de la même manière. Maintenant, la symbolique n'est pas suffisante. Donc, mon projet, c'est de faire en sorte de mettre en valeur le travail qui est accompli et les résultats qui sont des résultats pour toute une équipe. Donc je ne veux pas personnifier ce projet, loin de moi. L'idée, mais je suis en train de constituer l'équipe exécutive. Il y a une partie qui est déjà en place, mais le projet est grand, le projet est très beau, et donc ça sera un travail d'équipe à accomplir ensemble. Le problème des questions subsidiaires, c'est qu'elles dévient les réponses aux questions initiales. Oui. La question initiale, c'est est-ce qu'on gère une entreprise? Le rôle de l'animateur de recadrer. Merci Adil. Alors c'est tout ce que je souhaite, pour être très clair. On n'y est pas encore, bien sûr, parce que le travail il y a un travail de structuration important à mettre en place, d'accord? Donc la réponse est clairement non. On gère pas un club de foot comme une entreprise. C'est l'objectif, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. On devrait. On est dans une phase de transition. Quels sont les défis majeurs qui se posent à vous en tant que directrice générale d'un club de foot constitué en société anonyme? Oui. Alors, on est dans une phase de transition. Donc, j'ai fait partie de 2 comités de l'association, en 2018 et en 2022. Ce qui m'a permis en fait de faire l'expérience du mode de gestion en association. Et de voir, j'ai même pris le temps de réfléchir, j'ai benchmarké avec le fonctionnement des clubs structurés qu'on voit en Europe. Même il y a des exemples de clubs structurés sur le continent africain qui peuvent inspirer. Effectivement, je dirais le challenge, le premier challenge. Donc, une fois qu'on a mis en place la gouvernance, comme on a dit, le conseil d'administration, le comité exécutif, donc à travers les différentes directions et le staffing de l'organisation. Ensuite, il faut construire cette organisation. Donc, il n'y a pas que les gens. Donc, il y a les personnes à mettre en place, il y a des process à mettre en place, il y a des systèmes et surtout des systèmes d'information à mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, nous gérons un flux financier qui est important. Donc, on parle d'un chiffre d'affaires qui dépasse les 100 millions de dirhams et qu'on ne peut plus, gérer de manière archaïque. Je ne dirais pas archaïque. C'est moi qui le dis. Parce qu'avant, c'était archaïque. Oui. Donc, ça nécessite en fait une structuration dans la gestion. Voilà. Construire cette organisation avec un grand O, donc vraiment en mode personne, process, système d'information. Donc ça, c'est le premier challenge. Ensuite, mettre en place en fait le business plan avec une vision long terme, moyen terme et long terme. On ne peut pas piloter d'année à vue de nez, d'année en année. Donc le projet du business plan en cours de construction aujourd'hui, donc il porte sur les prochaines 3 saisons et au fur et à mesure qu'on va avancer, donc nous allons construire des business plans pour avoir une visibilité sur 5 ans. Donc pour faire ça, il y a plusieurs aspects qu'il faut mettre en place. Ce qui impacte les charges dans un club de football, ce sont les salaires, c'est la masse salariale. Donc la masse salariale découle d'une stratégie sportive, un choix sportif. Voilà, une stratégie, ça reste un choix. Donc la stratégie sportive, elle est déterminante. C'est un travail aussi, c'est un chantier qui est en cours de construction. Ensuite, vous avez les revenus du club. Les revenus, il y a 3 axes principaux, comme on a dit tout à l'heure. Donc on parle du merchandising. Quel est le premier poste de revenu aujourd'hui pour un club comme le Raja? C'est toujours la billetterie? C'est toujours la billetterie. Quand il n'y a pas de transfert de joueurs, de gros transferts en vente, c'est la billetterie. D'accord. En deuxième position, si on met de côté les transferts qui est... Oui.
En deuxième position, vous avez le sponsoring, donc avec tous les blocs de sponsoring. Et après, donc il y a vraiment des petits blocs de budget, et c'est là où réside en fait le plus gros du potentiel. Vous avez parlé des charges, et c'est vrai que ça découle d'un choix et d'une politique sportive. Exact. Et c'est ça, là, ça m'amène à la question suivante, c'est que le risque pour un club comme le Raja qui entame son projet de transformation du modèle économique, c'est que le sportif et le financier ou l'économique n'aillent pas dans le même sens. Je m'explique. Est-ce que les objectifs sportifs sont toujours compatibles avec les objectifs financiers ou économiques d'une entreprise, d'un club de foot? C'est pas toujours le cas. Est-ce que sur ce point, vous ne craignez pas justement qu'il y ait une dichotomie entre les choix sportifs à prendre et les choix économiques nécessaires à la viabilité du modèle? Alors, l'objectif, l'enjeu commun, on va dire, entre les deux actionnaires et la société anonyme, c'est d'arriver à un équilibre budgétaire à moyen terme. D'accord? Donc, bien sûr, dans 2-3 ans, moyen qu'on vous dit à moyen terme, c'est exact, dans 2-3 ans. Dans 2 ans, dans 2 saisons. Donc, effectivement, les choix sportifs déterminent détermine en fait l'impact sur le budget, sur le P&L en fait de l'entreprise, et la discussion c'est un va-et-vient, c'est toujours un va-et-vient. Donc combien de revenus on va générer, qu'est-ce qui pourra être financé cette saison, qu'est-ce qu'on ne peut pas financer cette saison et qu'on va décaler pour la saison prochaine. Et la clé dans tout ça, en ce qui concerne le Raja particulièrement, c'est l'ADN de la formation. D'accord. Donc, si le Raja a été en difficulté ces dernières saisons, c'est justement parce que cette machine historique de formation qui était en place, qui fournissait les talents pour le club, qui fournissait les talents même pour d'autres clubs, parce que la formation, elle est là pour servir l'équipe première, mais elle a aussi comme une source de revenus. Et ça peut être une source. Il y a des clubs en Europe, notamment vous avez le modèle portugais, voilà. Principalement, c'est de la formation et de la vente. Quand ils ne vendent pas, c'est la crise. Donc, je suis pas sûr que c'est la volonté ou ce que souhaitent les supporters du Raja, qu'on forme et qu'on vende. Alors, ça dépend, parce que il faut former en nombre suffisant pour fournir votre équipe première, parce que d'abord vos talents, vous les mettez en visibilité quand ils jouent les matchs du championnat national et quand ils commencent à jouer des compétitions internationales. Donc, ils rendent d'abord service à leur équipe, et ensuite, il y a un arbitrage à faire qui on va lâcher et qui on va garder. Donc, l'idée, le projet, on va dire, parce que le projet de la formation est un bloc important dans la stratégie de toute l'entreprise, donc parce que il fait partie de l'ADN du club. Le Raja a toujours été un club formateur et nous voulons revenir à cet ADN de formation. Donc, mais ça, c'est un choix sportif ou économique? Parce que c'est pas la même chose. On peut dire la même chose, enfin exposer la même stratégie, ce que vous venez de faire, et avoir deux approches complètement différentes. L'approche économique, c'est effectivement former massivement des jeunes talents au sein du Raja et pouvoir les vendre. La stratégie sportive consiste à les former pour alimenter en priorité l'équipe première et viser des objectifs sportifs, des titres. Bien sûr. Ce sont des arbitrages qu'il faudra faire donc au niveau d'abord de la direction sportive, et ensuite au niveau du comité sportif, et ensuite au niveau du conseil d'administration. Donc c'est là où interviennent les organes de gouvernance. Donc ce n'est pas la décision d'une seule personne. Donc ça doit vraiment découler d'une stratégie. Maintenant, quand vous avez une machine de formation, bon, je dis une machine sans vouloir, je veux dire avec tout le respect bien sûr pour les éléments constituant de cette organisation. Donc, vous avez un pipeline chaque année. Vous avez une nouvelle promotion chaque année. Donc, quand vous avez intégré des jeunes à l'âge de 12-13 ans et ils ont commencé le programme sport-études dans votre académie, vous récupérez à l'âge entre 18 et 21 ans, donc plusieurs potentiels dans différents postes. Parce qu'il faut préciser aussi que la formation, elle a aussi, comment on va dire, dans le langage corporate, comme une étiquette quand vous formez un avant-centre ou bien un attaquant. Donc, il va garder cette étiquette pendant tout son parcours de formation, bien pendant une grande partie de son parcours de formation. Donc, vous pouvez avoir 2 lauréats
pour alimenter votre équipe première, mais ce n'est pas suffisant parce que il vous reste des postes qui sont encore vacants. Donc là, ça rajoute encore un autre sujet de complexité. Mais dans tous les cas, l'arbitrage entre vendre ou pas vendre, ça découle bien sûr de la stratégie sportif, et de discussion. Et voilà, exactement. Aziz? Alors, Raja, on va pas dire le Raja, c'est un club qui est très populaire, qui est quasiment identitaire pour une grosse partie de la population casablancaise et même marocaine. Vous nous avez dit hors antenne que vous avez des millions de fans et à l'extérieur aussi, etc., à l'étranger. Bon, entre-temps, l'entreprise est arrivée, beaucoup de choses ont été introduites, gouvernance, gestion, investissement, etc., etc. Mais dans quelle mesure un club peut devenir une entreprise sans perdre son ADN? Vous avez beaucoup parlé d'ADN. Et parmi cet ADN, c'est, je reprends la phrase Lou Legal Adil, instabilité financière, changement de gouvernance et une dépendance aux résultats sportifs. Dans quel sens, dans quelle mesure on peut agir comme une entreprise, mais une entreprise quand elle perd de l'argent, ou quand elle perd des parts de marché, ou quand elle perd CADA, vous n'avez pas ces clients qui vont montrer leur mauvaise humeur. À quel point on peut mettre un équilibre entre donc une entreprise, un club de foot qui se structure, qui se rationalise en tant qu'entreprise, tout en étant dépendant fortement des résultats sportifs, parce que je suppose que vous allez rester dépendant des résultats sportifs. Alors, je dirais rester dépendant du résultat sportif. Oui et non. Encore une fois, ça des choix. Si vous êtes 12e, 12e dans un championnat. Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Donc, bien sûr, le Raja est un club donc qui a un historique, qui a un palmarès et qui est amené à jouer le podium du championnat et même le podium du continent africain, disons de manière régulière. Donc il y a eu bien sûr quelques contre-performances ces dernières années, mais le club doit revenir à la performance sportive. Alors la performance, ça ne signifie pas forcément gagner le championnat chaque année. Donc personne ne peut gagner le championnat chaque année. Il y a de toute façon un seul champion. Maintenant, rester sur le podium, ça c'est un objectif qui est raisonnable. Rentrer dans le podium africain et occuper le podium africain, ça aussi c'est un objectif raisonnable. Donc vous parlez après de dépendance par rapport à l'impact budgétaire. Alors ça aussi, ça fait partie des décisions stratégiques de comment on construit le P&L de cette entreprise. Parce que dans le football, effectivement, les résultats sont volatiles. Et du coup, vous avez une partie des revenus qui est volatile, mais pas tous vos revenus ne sont volatiles, d'accord? Donc, les charges ne sont pas volatiles parce que vous allez tout le temps payer des salaires. Donc, l'arbitrage qu'il y a à faire, et c'est ce qu'on voit aussi dans même les super clubs européens, qui font des arbitrages différents. Donc, ils vont parier sur une Champions League, ils ne vont pas gagner la Champions League, et après ça va être un désastre financier. Mais l'investisseur, il a dans sa stratégie, il sait que il va venir renflouer le financement, parce que il y a d'autres objectifs à part la rentabilité financière ou bien l'équilibre budgétaire. Donc, ce sont des choix. Il y a des super clubs en Europe. J'ai envie de citer le Real Madrid par exemple, qui est sur une stabilité financière depuis 20 ans. Et c'est intéressant de regarder parce que même quand vous regardez des clubs avec les revenus conséquents, ils peuvent toujours tomber dans l'endettement ou bien dans des pertes qui sont colossales. Le Real Madrid a fixé un KPI important avec un monsieur donc qui a marqué le club depuis plus d'une vingtaine d'années qui s'appelle Pérez. Et donc la mesure, c'est la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires. Donc, dans un standard de football qui recommande de contenir la masse salariale à 75%, le Real Madrid a choisi de la contenir à 60-65%. Et d'aller chercher des sources de revenus qui ne sont pas dépendants des résultats sportifs. Donc, je parle notamment de l'expérience stade. Quand vous partez à Madrid, tous les touristes qui partent à Madrid vont forcément passer par le stade du Real Madrid, même s'ils ne s'intéressent pas au football, pour certains, même s'ils ne s'intéressent pas ça s'assimile à pèlerinage, d'aller au stade oui, du Real. C'est pour les passionnés, mais je veux dire,
passer par le stade du Real Madrid, c'est un parcours touristique tout à fait normal qui est intégré dans le parcours touristique de la ville. Et tout ce qui est créé comme activité, comme expérience, on va dire, de divertissement, parce que ça reste un business de divertissement. Oui, mais le Real, il est propriétaire de son stade et il peut se permettre de faire des choses que le Real ne peut pas se permettre aujourd'hui. D'où la question initiale Mais il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. C'est-à-dire, nous avons un espace qui est très intéressant à l'Oasis, qui se retrouve aujourd'hui en plein centre de Casablanca, avec un quartier très moderne, donc le quartier CFC à proximité. Et il y a des réflexions sur comment exploiter cet espace pour en faire, pour créer des expériences de divertissement qui vont dans la stratégie de diversifier les revenus, sans dépendre du résultat sportif. Donc nous avons la chance d'appartenir à une ville comme Casablanca qui a une grande réputation au niveau mondial. Donc la ville et la région de Casablanca sont très intéressés pour développer des activations culturelles dans la ville et nous réfléchissons ensemble sur des activations communes qu'on peut créer dans cet espace-là. Voilà. Donc il y a toujours ça revient toujours à la stratégie et au choix qu'on fait. C'est-à-dire que vous avez des activités génératrices de revenus qui dépendent du résultat sportif. Le merchandising est un exemple. Donc, quand vous gagnez, vous allez toujours vendre plus de maillots. S'il n'y a pas de grande victoire, vous n'allez pas vendre 0, mais vous allez vendre moins de maillots. Donc, c'est tout à fait normal. Par contre, quand vous avez des activités comme de divertissement qui ne dépendent pas, notamment comme je citais le Real Madrid, vous pouvez faire le parcours du musée, vous pouvez faire la visite du stade, il y a en fait tout le catering, les activités de restauration autour du stade, tout ça, ça permet au club en fait de dynamiser sa partie monétisation indépendamment de la performance sportive de la saison. Le Real Madrid, c'est un modèle, même si on en est loin. Alors, on n'est pas à la même taille bien sûr, mais on peut prendre des idées. On prend des idées, et les proportions sont intéressantes. Donc, on peut benchmarker les proportions. Et on peut prendre des idées. Eh bien, écoutez, nous vous souhaitons beaucoup de réussite dans votre entreprise au sein du Raja, au niveau de vos nouvelles fonctions au sein du Raja. Merci beaucoup, Nawal El-Aïdaoui, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Raja SA et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, dans le 12-13 de Média 24. Merci. Bon courage. Merci. Et avec Aziz Bousta, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. À tout de suite. La suite du 12-13 de Média 24 et nous recevons à présent Abdelmalek Alaoui pour parler de son dernier livre, Maroc, le défi de la puissance. Il s'agit de son 4e ouvrage, après entre autres Le temps du continent, sorti en 2017, et Le temps du Maroc, sorti en 2021. Le défi de la puissance est une véritable fresque qui se décline sur près de 600 pages et qui déroule l'histoire du Maroc depuis l'indépendance, faisant le choix de chronologie dans la narration et la structuration du livre. L'auteur nous fait revisiter à travers son regard les 7 décennies qu'a connu le royaume depuis son indépendance en 1956 jusqu'à cette année 2026. Et nous allons donc en parler avec lui, Abdelmalek Alaoui, et l'invité de Média 24. Abdelmalek Alaoui, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. Dans le 12-13 de Média 24 avec Aziz Bousta qui est à ma droite. Salut Aziz. Bonjour. Une fois n'est pas coutume, c'est Aziz qui va commencer cette discussion parce qu'il a dévoré le livre, le vôtre, Maroc, le défi de la puissance. Et en échangeant avec Aziz, il y a pas mal d'éléments qui ont attiré son attention à la lecture de ce livre. Et on va commencer par la première peut-être, Aziz. Oui, alors, c'est Abdelmalek. Vous commencez, alors je suis à la page 15, et vous commencez, donc, chapitre 1, retour à l'équilibre.
l'ouverture d'un nouveau livre, 28 ans, vous commencez par la visite d'Emmanuel Macron. Sur 70 ans de règne, surtout sur les 15-20 dernières années, il y a eu un élargissement des partenariats marocains, mais vous commencez par cette visite du président français avec retour à l'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire dans votre tête? Ouais. Selon moi, c'était le bon prétexte pour démarrer le livre, puisque le point de départ, c'est le retour d'exil de Feu Sa Majesté le roi Mohammed V, et que cette visite d'État du président Macron à l'hiver 2024, c'est véritablement le point déclencheur, le moment le plus important pour le rééquilibrage des relations entre le Maroc et l'ancienne puissance coloniale, après un rapport de force, une crise diplomatique qui a duré 2 ans. Et pour moi, ce passage était emblématique d'un juste retour à l'équilibre après 70 ans après notre indépendance. Et alors avant cette anecdote et la visite du président français, vous commencez véritablement le livre avec une citation d'Ibn Khaldoun, pour être précis. Le passé ressemble plus à l'avenir qu'une goutte d'eau à une autre. C'est la citation qui figure en préambule de l'ouvrage. Et c'est une épigraphe qui engage toute une philosophie de l'histoire, cyclique, structurelle, presque fataliste. Mais votre récit est lui précisément celui de quelqu'un qui est dans une logique de rupture totale avec la fatalité du sous-développement. Est-ce qu'il n'y a pas une tension entre la leçon khaldounienne, ici de la citation qui figure en préambule de ce livre, et la thèse du livre? Il y a évidemment une tension qui est également consubstantielle de ce qu'est le Maroc dans son essence, puisque le Maroc, et du moins la manière dont le roman national s'est forgé au cours des 70 dernières années, c'est la stabilité en mouvement. Et donc, ce qu'on peut retrouver dans cette citation d'Ibn Khaldoun, c'est cette capacité du Maroc à pouvoir garder les constantes. Et à pouvoir garder les constantes autour d'un axe central qui est l'institution monarchique, et puis de pouvoir faire bouger tout le reste. Parce qu'il faut un point fixe pour pouvoir faire bouger tout le reste. Et pour moi, il a semblé important, puisque nous parlions de retour à l'équilibre, et qu'il y a quand même une dimension de transmission. Rappelons qu'il y a 70 ans, c'est le grand-père de Sa Majesté le roi Mohammed VI qui a été emmené de force en exil. Et le fait que Mohammed VI, en 2024, reçoive le président Macron dans une relation qui est totalement équilibrée, pour moi, c'est là, justement, où on a atteint ce point d'équilibre auquel je fais référence lorsque je cite Ibn Khaldoun. Alors, pour rester dans l'histoire, c'est une question que j'avais pas prévue, mais comme il est parti sur l'histoire, je vais rester. L'historien Bloch qui avait dit une phrase qui était assez provocatrice. En général, on dit c'est en regardant le passé qu'on comprend le présent, voire le futur. Bloch, lui, il avait dit le contraire. C'est en lisant bien le présent qu'on comprend un peu mieux le passé. Alors, je reviens sur cette question que vous avez développée sur le lien entre route et voiture. Route et automobile. Et bon, tout le monde sait, les jeunes et les moins jeunes, les jeunes de moins de 20 ans et les autres, voient ce qui a été fait avec cette grosse usine Renault de Tanger, les axes autoroutiers. Mais finalement, moi j'ai appris dans ce livre que cette idée était déjà là dans les années 70. C'est-à-dire le roi Hassan II avait lancé la Somaka et en même temps la politique des routes. Alors, la route au Maroc, si on ne comprend pas comment c'est vascularisé le pays en matière de voies de communication, on ne comprend pas quelle a été la trajectoire de ce pays qui a fait le choix résolu d'être dans le camp, on va dire, libéral occidental après les indépendances. Pourquoi c'est essentiel pour la vocation première du Maroc? C'est que d'abord, le Maroc, c'est un pays commerçant. Et c'est un pays qui a besoin de transmission, de pouvoir faire bouger les hommes, de pouvoir faire bouger les marchandises. Il y a eu les caravansérails pendant très longtemps. Ils sont descendus jusqu'au delta du Niger. Ils sont arrivés, dans le golfe de Guinée. Donc les commerçants marocains étaient partout. Et revasculariser l'intérieur du pays après que le Maroc post-indépendance était un pays qui était construit uniquement pour l'extraction utile et pouvoir l'organiser pour que le commerce recommence à fonctionner, est-ouest parfois, alors qu'il était souvent dirigé vers ces grands ports et le port notamment de Casablanca pour pouvoir exporter tout ce qui a été construit par les colons pendant le protectorat. Et donc ça a une deuxième externalité positive pour utiliser un langage d'économiste, c'est que ça fait travailler du monde. Quand on fait des routes, le taux d'employabilité est au maximum. Et dans un pays qui est traversé par énormément de tensions au niveau de l'employabilité des jeunes, au niveau de pouvoir préserver le consensus social, être ce pays bâtisseur qui est en train de construire des infrastructures, qui fait son maillage territorial, est absolument essentiel, à la fois pour
redonner du futur au présent sur la dynamique commerciale qu'il y a au Maroc, mais également pour permettre aux Marocains d'avoir plus d'emplois. Je rebondis sur cette question des jeunes que vous évoquiez il y a un instant. C'est vrai que il y a une difficulté aujourd'hui d'ordre socio-économique qui traverse la jeunesse marocaine, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une dichotomie entre d'un côté la nécessité d'avoir des jeunes actifs dans la sphère publique et dans la sphère politique, et de l'autre le ressentiment des uns et des autres quant à la chose politique. Et à l'approche des élections, on peut légitimement se poser la question de savoir si nous n'avons pas perdu définitivement les jeunes et comment leur redonner goût à la chose politique. Est-ce qu'on les a perdus, les jeunes? Moi, j'aime pas les phrases définitives. Je pense que le Maroc, qui est un pays qui fonctionne beaucoup par grand élan, est en capacité de pouvoir réengager une grande partie de la jeunesse dans le champ politique ou le champ associatif ou le champ entrepreneurial. Maintenant, il y a une problématique qui nous est propre et il y a une problématique qui est commune à peu près à tout le monde. Globalement, il y a une hyperpolarisation des territoires et des populations un peu partout dans le monde, entre ce qu'un économiste britannique a appelé les somewhere et les anywhere, ceux qui sont dans les grandes villes près des côtes, qui sont à l'aise dans la mondialisation, qui peuvent travailler partout dans le monde, et ceux qui sont extrêmement enracinés, très attachés à leur ville, à leur village, parfois à leur identité, parfois à leur club de football. Et cette opposition frontale que l'on retrouve partout dans le monde, qui a fait la montée des populismes, elle n'a pas exclu le Maroc. Parce que le Maroc, il fait partie de la mondialisation maintenant. Mais c'est venu s'agréger sur une difficulté qui est structurelle de notre économie. C'est même pas moi qui le dis, c'est le gouverneur de la Banque centrale, qui est une économie qui est insuffisamment productrice d'emplois et qui est trop tournée vers la rente, et donc l'adéquation du couple entre emploi et les outils de production étant pas suffisante au Maroc, on n'arrive pas à satisfaire toute cette demande de jeunes qui veulent accéder au marché du travail. Et il y a beaucoup d'autres raisons qui entrent en jeu. Ils sont parfois mal formés, pas assez entraînés, et puis l'entreprise, le secteur privé marocain en lui-même a encore beaucoup de chemin à parcourir pour pouvoir absorber ces jeunes. Ça, vous l'avez dit dans votre bouquin, on va y revenir, mais avant, la structuration du livre. Quand on voit votre sommaire, votre table des matières, on constate que vous avez choisi une narration chronologique. C'est-à-dire, vous démarrez en 1956, vous terminez en 2026 avec une ouverture sur le reste. Il aurait peut-être été possible de choisir une approche plus thématique, c'est-à-dire la politique seule, l'économie, le social même. Je sais ce que vous allez me dire, c'est lié entre eux. Mais c'est véritablement une frise chronologique, c'est-à-dire du départ jusqu'à la fin, on suit le temps, on remonte le temps. On a l'impression que vous êtes une sorte d'aviateur qui survole et qui regarde le Maroc avancer. Parfois vous vous arrêtez, parfois vous vous contentez de prendre une photo, parfois vous atterrissez, vous étudiez ça. Pourquoi avoir choisi ça plutôt qu'une approche plus... dit comme ça donne envie justement de lire, de suivre l'histoire. Pas sûr que l'approche thématique soit plus efficace, mais c'est lui qui va... La question à poser à... Moi, je voulais aller à contre-rebours de deux mouvements. Et deux mouvements sur lesquels je pense qu'on devrait tous réfléchir collectivement. Entre 2005 et 2019, nous avons perdu collectivement, en tant qu'être humain, 330 mots par jour. C'est-à-dire qu'un être humain, en 2005, disait 16 000 mots. En 2019, il dit 12 000 mots par jour. C'est-à-dire que nous avons perdu 120 000 mots par an. Et en réalité, moi, je voulais être contre-intuitif sur deux choses. De dire, un, à ma connaissance, il n'y a pas d'ouvrage grand public, accessible pour le plus grand nombre, qui ne soit pas un ouvrage de type académique, qui revienne sur les vents contraires de la transformation de nos 70 ans, sur les plans géopolitiques, économiques, industriels, et sans avoir la prétention à l'exhaustivité. Moi, je voulais faire un livre global et pas un livre exhaustif. Le chemin le plus court pour pouvoir le faire, pour pas perdre notamment ce lectorat qui me tient particulièrement à cœur, qui est le lectorat des jeunes, c'est d'avoir une frise qui est linéaire. Même s'ils sont habitués à Netflix et à avoir des flashbacks tout le temps, j'en ai mis un au début du livre, mais pour le reste, il me semblait important pour une raison simple. C'est que vous pouvez pas comprendre tout le cheminement du Maroc si vous l'enracinez pas dans un chemin, si vous comprenez pas le chemin de la gauche marocaine au début des années 60, comment est-ce que vous allez comprendre l'alternance de 1998 ? Si vous ne comprenez pas la formidable bataille du Sahara pendant les années 60... Les conditions étaient quand même différentes. Évidemment, les conditions sont différentes, mais beaucoup des acteurs sont les mêmes.
Beaucoup des acteurs sont les mêmes, donc il faut qu'on les trouve à 35 ans, à 40 ans, et qu'on les retrouve ensuite quand ils accèdent au pouvoir à 70 ans. Comprendre comment ils ont évolué, comment ils se sont adaptés au système, comment le système en lui-même a évolué, comment même les stratégies qui ont été employées par Feu Sa Majesté le roi Hassan II, puis par Sa Majesté Mohammed VI, se sont parfois adaptées avec les circonstances et avec le temps. Et pour moi, ça me donnait un grand confort de pouvoir le faire. Deuxièmement, ça m'aidait aussi dans le travail bibliographique, parce que quand on s'attaque à une entreprise telle que celle-ci, il faut pouvoir à un moment poser un cadre bibliographique qui soit cohérent. Et donc pour moi, la linéarité était la plus simple. Mais vous savez, ça, il peut y avoir de multiples approches pour le faire. Moi, c'est celle qui me convenait le mieux. Peut-être que j'ai manqué d'ambition. Alors avant de continuer sur les chapitres justement du livre, moi je reste au niveau du titre. Maroc, le défi de la puissance. Bon, quand on parle de puissance, on peut y mettre tout ce qu'on veut, tout et n'importe quoi parfois. Mais ma question est la suivante. Selon vous, quels sont les fondements de la puissance estampillée Maroc? Si on aspire à devenir une nation avec une certaine forme de puissance et d'influence aussi, quels sont les fondements de cette puissance marocaine selon vous? Écoutez, moi, je vais pas être original, parce que la première dénomination de puissance, on la retrouve à la une de l'hebdomadaire Le Point pendant l'été 2019, lorsqu'il y a 20 ans de règne de Sa Majesté le roi Mohammed VI, et c'est eux qui parlent de cette nouvelle puissance. Et c'est à partir de là que ce langage a été quasiment systématiquement accolé au Maroc, notamment dans la presse internationale. On parle de cette nouvelle puissance africaine, on parle beaucoup de soft power, parfois en l'employant à mauvais escient. La puissance, elle a un déterminant qui est simple, c'est la capacité à faire, la capacité à faire faire et la capacité à ne pas subir. Si on doit prendre ces trois paramètres sur les éléments qui sont les plus importants pour nous, parce qu'on est un pays qui a une singularité, on a un pays qui est entre les mains d'un processus onusien pour le règlement d'un conflit avec notre voisin, pour faire court. Et donc pour nous, la géopolitique est essentielle. Et donc pour moi, la manifestation de la puissance, c'est la capacité qu'a eu le Maroc à ne pas plier lorsqu'il y a eu des rapports de force avec des partenaires qui sont infiniment plus forts que lui sur le plan économique et sur le plan politique internationale. Et pour moi, la manifestation de cette puissance, c'est pour ça que le titre, il a un avertissement, parce qu'il dit le défi de la puissance. Il dit pas nous sommes une puissance construite, arrivée, une grande puissance. Nous sommes un pays qui a changé de statut, qui aspire à la puissance et à l'influence, sans vocation messianique, tout en restant dans son espace. Et je pense que c'est important, parce que quand on parle d'un pays qui a été un empire, c'est quand même important de qualifier l'ADN de ce qu'est le Maroc en 2026. Et donc, avec ce nouveau statut, il y a aussi beaucoup de nouvelles responsabilités, d'où la question du défi et de comment est-ce qu'on va adresser toutes ces responsabilités. Et puis, les attentes explosent. Lorsque vous êtes un pays qui se projette comme une puissance régionale, eh ben, très légitimement, nos concitoyens en demandent beaucoup plus, sur tous les plans. Et c'est légitime. Et c'est légitime, bien sûr, c'est légitime. Je rebondis sur le différent régional autour du Sahara que vous évoquez un instant. Dans votre livre, vous consacrez un chapitre en entier à cette question du Sahara. Et moi, ce qui a attiré mon attention surtout, c'est que vous faites le choix délibéré de décrire Sahara occidental et non Sahara marocain, tout en affirmant par ailleurs que la marocanité du territoire est une évidence qui n'a pas besoin d'adjectifs politiques ou d'être soulignée. Deux questions en une. Est-ce que c'est une posture courageuse ou est-ce que vous le faites délibérément pour vous adresser avant tout à la communauté internationale? Oh non, moi je pense que c'est de la géographie. Et je pense qu'il faut le garder comme ça. Et puis de toutes les manières, nous sommes dans notre territoire, dans un territoire marocain. À partir de là, on peut se permettre tous les qualificatifs géographiques qu'on veut. Moi justement, c'est ça. Je voudrais pas qu'on confonde la pudeur avec la timidité. C'est important parce que nous, Marocains, on est très souvent timides sur un certain nombre de sujets. On peut être pudique sur d'autres, mais la vérité, c'est que le Sahara occidental marocain est un espace qui est à l'intérieur du royaume du Maroc et qui se trouve être avec une façade occidentale. Voilà. Très bien. Vous savez, je vous salue pour ça, Abdelmalek Alaoui, parce que j'avais discuté il y a quelques années avec un haut diplomate qui m'avait dit la chose suivante: il faudrait peut-être que les Marocains écrivent un peu plus Sahara occidental, parce que quand il y a des gens qui font des recherches un peu partout dans le monde, ils ne connaissent que Sahara occidental, Western Sahara. Donc, ils ne trouvent pas notre version, ils ne trouvent pas notre explication des choses. Et donc, ce serait bien, et ça, quand j'ai vu ça au début du chapitre concerné,
j'ai souri en me disant, ben oui, Malek el-Alaoui, il a fait finalement, oui. Donc, quelqu'un qui chercherait quelque part en Corée ou au Venezuela, n'importe quoi sur le Sahara, il trouvera ça, il trouvera notre... C'est une région du Maroc. Oui. C'est une région Comme du on Maroc dit, qui est occidentale. est-ce que ça pose un problème à quelqu'un? Ça pose un problème à Rasmi personne. Dakoulna, elle est occidentale. Voilà, Occidentale. Alors, je reviens encore une fois sur la structuration du livre, j'ai trouvé quelque chose qui était très intéressant. Vous avez, bon, au-delà en dehors du chapitre sur Mohamed V et du chapitre sur le Sahara, vous avez à peu près deux moitiés égales. Là, la moitié Hassan II, la moitié Mohamed VI. Seulement la moitié, plus ou moins. Seulement la moitié Hassan II, elle se décline en décades, en décennies. Donc c'est la décennie 60 et effectivement chacune a un titre ou un chapitre, une portée particulière. C'était les idéologies dans les années 60, c'était l'économie c'était la politique au Sahara dans les années 70, c'était plutôt l'économie, programme d'ajustement, puis la transition, etc. Donc les 40 ans de règne de Hassan II en 10 ans. Et puis on a l'impression que le temps s'est accéléré parce que pour le même volume de pages plus ou moins, pour Mohamed VI, c'est tous les 5 ans. Est-ce que ça a été fait, vous avez découvert ça après coup, vous l'avez fait volontairement? Parce qu'il y a effectivement, en matière de société, en matière d'économie, une accélération du temps, depuis 20 ans. D'abord, sur les volumes, il y a quasiment 2/3 du livre qui est consacré à Sa Majesté le Roi Mohamed VI et au Maroc contemporain. Vous y incluez le Sahara. Et j'y inclus le Sahara. Et à l'intérieur de la partie du Sahara, il y a 2/3 qui sont consacrés notamment à Manasset, à l'accélération, au plan d'autonomie, et à tous ces éléments-là. En réalité, ce sont les documents qui dictent. C'est eux qui dictent la densité et le découpage que vous allez avoir. Lorsque vous allez dans les... Et du coup, la rareté des documents. Parce que plus vous allez dans le temps, moins vous avez de documents et moins vous avez de densité documentaire pour pouvoir le faire. Et les acteurs évoluent. C'était plus simple de découper en décennies pour le règne de Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, parce qu'effectivement, il y avait une teinte spécifique pour chaque décennie. L'état d'exception, le bouillonnement social pour les années 60, et puis les années 70, le Sahara combiné aux questions économiques, à cette fausse bonne idée de l'augmentation artificielle du prix du phosphate en 1975, qui va nous conduire directement vers l'ajustement structurel, l'explosion de la dette, et puis devoir tenir ce mécano budgétaire dans tous les sens. Et puis, depuis 1999, il y a un rythme qui a été dicté par un phasage que Sa Majesté le Roi Mohamed VI a introduit lui-même dans son règne jusqu'à présent, qui est découpé en 3 grands blocs. Le premier bloc, c'est, on va dire, le Maroc de l'intérieur et le chantier interne, l'ouverture vers la mondialisation, à partir de 2007 et justement l'arrivée de ce grand constructeur automobile et l'inauguration de Tanger Med, le ressac de cette période de croissance à marche forcée dans laquelle il faut faire les corrections sociales, et puis l'affirmation vers 2035 avec la commission spéciale sur le nouveau modèle de développement et la tentative de rééquilibrage de l'état social après que le pays ait vraiment forcé tous les curseurs pour essayer d'avoir de la croissance avec de l'investissement public. Et donc c'est ces phases-là que j'ai voulu raconter, et puis c'était plus simple lorsqu'il y avait aussi des moments politiques qui sont importants. On a besoin parfois de la longueur pour expliquer le changement constitutionnel en 2011. On a besoin également d'expliquer les différents mandats et les exécutifs qui se sont succédés, et une période de manière presque emblématique, puisque vous dites que j'ai fait des quinquennats. Observons une chose qui est assez singulière au Maroc. Tous les premiers ministres ou chefs de gouvernement qui se sont succédés depuis 1999 au Maroc sont arrivés jusqu'au terme de leur mandat. Oui. À l'exception du mandat d'Abbas el-Fassi qui a été écourté de quelques mois parce qu'il y avait le printemps arabe et une réforme constitutionnelle. Mais remarquons cette singularité. Tous les gouvernements du Royaume du Maroc depuis 1999 au moins près, sont allés jusqu'à leur terme. Aucun premier ministre n'a été reconduit. Quasiment aucun. Si, Belkina a été reconduit. Ça a duré 6 mois. Et quand on regarde les 70 ans, c'est particulièrement intéressant parce qu'il y a aucun premier ministre qui a réussi à faire 2 mandats de suite. Il y a eu Ahmed Asman dans les années 70, mais les élections ont été reculées, donc il n'a pas fait 2 mandats, il est resté 7 ans et des poussières par intermittence. Ça, c'est le constat, mais c'est quoi la conclusion? Je pense que l'effet d'érosion de l'exécutif
est un effet particulièrement fort au Maroc, du fait de la structure de notre pouvoir, et que l'exécutif étant au contact d'un certain nombre de sujets, c'est lui généralement qui cristallise un certain nombre de mécontentements, et donc on n'a jamais eu depuis l'indépendance un Premier ministre qui a fait 2 mandats. C'est une des singularités aussi qu'on peut observer dans notre système. Depuis tout à l'heure, on parle de la structure du livre, ce qui est bien normal, et du contenu du livre. Moi, j'aimerais qu'on parle à présent, si vous le voulez bien, de ce qui ne figure pas dans le livre, parce que vous avez une position un peu bizarre, parce que d'un côté vous êtes un historien essayiste, mais d'un autre côté vous êtes aussi un témoin privilégié de son époque. Et parfois j'ai l'impression que l'historien et l'essayiste tentent de coexister tant bien que mal avec le témoin qui note, mais qui doute parfois. Et ma question est la suivante: est-ce qu'il y a des pages des cahiers que vous tenez depuis plusieurs années qui auraient dû peut-être figurer dans ce livre et que vous avez finalement retiré? Pour le dire autrement, qu'est-ce que vous avez choisi sciemment de taire? D'abord, j'ai coupé beaucoup de longueur. Le livre était beaucoup plus long que ça. Quand on prend des notes et qu'on a l'habitude d'écrire un journal, on écrit aussi des bêtises et des choses qu'on a vues qui n'ont pas une vraie importance. Et la grande difficulté, c'est de se dire qu'est-ce qui a un sens dans ce projet dans lequel je me suis lancé et qu'est-ce que j'ai envie de partager avec mes concitoyens. Mais il n'y a pas eu de censure. Pour une raison simple, c'est que je suis peut-être un témoin, mais je suis pas un témoin plus privilégié que d'autres, donc j'ai pas accès aux arcanes dans lesquels se crée la décision. Mais bon, comme je viens de Rabat, je rencontre beaucoup de monde et je vois beaucoup de gens, donc j'ai accès à la même rumorologie, on va dire générale d'ambiance. Mais j'ai pas fait de travail de censure. Il y a certains éléments qui sont, on va dire, où j'ai retiré volontairement les gens qui étaient impliqués dans ces décisions que j'ai pu regarder ou observer, tout simplement parce que je pensais que ça allait être blessant pour ceux qui ont manqué à leur devoir à ce moment-là, ou deuxièmement parce que je pensais que ça apportait aucune utilité aux propos. Et puis sur le reste, vous savez, il y a toujours plein de manières de faire un livre. Maintenant, il est fait, il est sorti, il a rencontré, je pense, en partie son public. Mais vous ne vous êtes pas auto-censuré? Non, à aucun moment. Bon. Alors, je peux en témoigner, c'est d'ailleurs, oui, vous êtes un témoin privilégié parce que vous êtes Abdelmalek Alaoui, vous êtes économiste, vous êtes politologue, analyste, mais vous êtes aussi le fils de Moulay Ahmed Alaoui, de Madame Assia Moussarah Alaoui. Et donc, vous êtes un témoin privilégié. Vous avez vu ça depuis votre prime et tendre enfance. Et je vous salue encore plus parce que j'ai vraiment aimé votre bouquin, franchement, je vous le dis, et je le dis à l'antenne. Vous avez parcouru toutes les périodes sombre de ce pays, parce qu'il y a eu des périodes sombres. Vous êtes revenu sur les événements du RIF en 57, vous êtes revenu sur l'état d'exception et sur les émeutes en 65, vous êtes revenu sur les 2 coups d'état militaires au début des années 70. Vous avez tout dit. Donc effectivement, vous les connaissez de l'intérieur, mais vous avez quand même tout dit. Donc là, je peux te dire qu'il n'y a pas eu de censure. Maintenant, on va arriver à une chose, c'est les anecdotes. C'est bien de parler des bouquins. Alors, vous avez parlé... Généralement, c'est ce qu'on retient le plus, c'est les anecdotes. Ben oui, il y a les anecdotes qui sont sympas. L'histoire des dates de Eisenhower. Oui. Vous pouvez la redire. Moi, je pensais que c'était Giscard d'Estaing. On nous a toujours dit que c'était Giscard d'Estaing. Vous voyez que vous êtes un témoin privilégié. Vous pouvez expliquer peut-être à nos téléspectateurs de quoi il s'agit? Vous savez... il y a des anecdotes qui sont parfois éclairantes sur... et celles que j'ai choisies en particulier sont éclairantes sur... à quel stade en est le Maroc à ce moment-là. Et lorsqu'il y a l'anecdote des dates et que Eisenhower doit venir au Maroc, et c'est un voyage essentiel pour le Maroc, parce que c'est le marqueur de notre ancrage dans le monde, à un moment où il y a la guerre d'Algérie, où Eisenhower fait une escale au Maroc, où il est essentiel que cette visite se passe bien, pour que le Maroc montre bien qu'il a le soutien des États-Unis, alors qu'il y a des enjeux militaires, géopolitiques, économiques à ce moment-là qui sont absolument essentiels. Et puis le State Department américain écrit au cabinet royal pour avoir les détails de la visite. Et ils disent 2 choses. Et je l'ai retrouvé dans mes notes ensuite et je l'ai pas mis dans le bouquin, je le regrette. Parce que le voyage doit se passer, je pense, en été ou au printemps. Et le chargé de mission qui est là-bas, qui est Sir Ahmed Snoussi, Allah yarhamou,
qui était connu pour son humour corrosif, leur envoie le programme en disant le président arrive, Sa Majesté le roi l'accueille avec le prince héritier, il descend, lui sont présentés le traditionnel lait et dattes, il goûte le lait, il goûte les dattes selon la tradition marocaine, il se dirige au salon d'honneur, etc. Et le State Department répond 2 questions. La première, que fait le président avec le noyau des dattes une fois qu'il a mangé les dattes? Et la deuxième, et s'il pleut? Est-ce que vous avez prévu des parapluies? Réponse après une réunion, c'est pour vous montrer aussi la frugalité des moyens, parce que à ce moment-là, le Maroc est un État en constitution de son État et de son cabinet. Et donc, il trouve cette formule pour mettre des amendes et donc de fourrer les dates et dire le président peut tout manger. Et il y a 0 chance qu'il y ait de la pluie ce jour-là. Évidemment, au moment où l'avion atterrit sur le tarmac, il y a de la pluie. Forcément. Mais heureusement, les équipes du protocole royal avaient prévu des parapluies parce qu'ils ont été alertés par la question. En fait, ils se sont dit mieux vaut être équipé. Alors, il y a une deuxième anecdote, enfin, c'est pas une anecdote, mais c'est une phase que vous racontez. Moi, j'ai l'âge que j'ai, donc j'ai vécu l'arrivée du GSM au Maroc. Oui. Donc, alors c'était en 1994, c'était à l'époque de 94, on l'avait installé à Marrakech parce qu'il y avait le GATT, oui, la conférence du GATT. Mais là, il y a eu, à dire, toute une histoire sur le fait que les Marocains se sont habitués à ce GSM, mais qu'il y avait une partie de l'État qui n'était pas tout à fait pour ça, et que donc il y a eu tatahun, enfin il y a eu un affrontement entre les 2 écoles. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? La décennie 90, moi je l'ai trouvé absolument essentielle parce que c'est une décennie de transition et c'est une décennie dans laquelle le Maroc va s'ouvrir sur les ondes internationales. C'est l'arrivée de la parabole, 2e chaîne privée qui va ouvrir, qui est 2M, qui va libéraliser les ondes, et donc une partie de la parole. Il va y avoir des émissions très importantes qui vont avoir lieu à ce moment-là. Il y a aussi un vent nouveau qui souffle sur la presse. Il y a plein de nouveaux hebdomadaires, il y a l'Économiste qui démarre dès 1992, qui est un titre important, qui est porté par des Marocains, à la différence de beaucoup de titres qui étaient portés par des étrangers. Et le GSM, ça va être le territoire d'affrontement, le téléphone d'abord, parce que le ministre des PTT veut d'abord installer les téléboutiques. Ouais. Et le ministère de l'Intérieur est vent debout contre ça. À l'époque, il faut le rappeler, il y a 600 000 lignes fixes au Maroc, et avec un délai d'attente de 3 à 6 mois pour pouvoir obtenir la ligne fixe. Donc il y a une question de contrôle des conversations, de ce que se disent les Marocains. On est dans une démarche de maîtrise. Et les téléboutiques, ça va créer plein d'emplois, ça va libérer les énergies dans le commerce, ça va permettre aux gens de pouvoir discuter entre eux, de pouvoir, ceux qui n'ont pas de ligne fixe, de pouvoir recevoir les appels de l'étranger, de leur famille, alors qu'avant ils recevaient des télégrammes ou des téléx. Ça va changer complètement notre sociologie et comment on s'ouvre sur le monde, en même temps qu'il y a ces émissions internationales qui décrivent un Maroc qui est parfois différent de ce que les Marocains vivent ou entendent dans les ondes publiques. Donc ça a des effets psychologiques majeurs. Et puis lorsqu'arrive le GSM, cette nouvelle technologie, il y a une bagarre formidable entre un jeune ministre des PTT de 37 ans à l'époque, redoutable manœuvrier qui connaîtra une carrière illustre par la suite, qui est Absalem Ahizoun, et qui lui va louvoyer, il va dribbler, il va utiliser le Premier ministre contre le ministre d'État à l'intérieur, demander l'arbitrage de Sa Majesté le Roi, et puis il va avoir cette idée, il va dire bon, on va mettre un réseau en test pendant le GATT, et puis le lendemain il va distribuer un GSM par ministre. Et 6 semaines après, c'est terminé parce que tous les ministres sont devenus complètement drogués au GSM. Ils ont plus besoin d'être collés à leur interministériel. Et donc, parfois, la politique, elle a besoin, peut-être pas de ruse, mais elle a besoin de manœuvres pour pouvoir servir une cause qui est meilleure. De malice, d'astuce. Alors pour les 2 règnes, que ce soit celui de Hassan II ou de Mohamed VI, bien entendu, au début, vous avez parlé des hommes du roi, les hommes du roi. Donc vous avez décrit tous ceux qui étaient dans l'entourage immédiat de Hassan II, puis tous ceux qui ont été dans l'entourage immédiat de Sa Majesté Mohamed VI au début de son règne, mais avec cette différence près que, bien entendu, dans les années 2000, il y avait un équilibre entre l'ancien système et le nouveau système. Comment vous avez choisi ces gens, ou comment vous avez vu les choses au départ? Vous avez vécu ce changement de règne comme nous tous? Écoutez, je pense qu'il y a eu un amalgame de compétences. Et très clairement, dès l'arrivée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI sur le trône, il a eu
au bénéfice de nous tous, le bénéfice de la clarté. On a su immédiatement avec qui il voulait pas travailler. Et quels étaient les hommes qui, selon lui, correspondaient non pas au passé, mais correspondaient au passif, pour reprendre une expression française bien connue. Donc, après avoir soldé les hommes du passif, parmi les hommes du passé, ceux qui ont collaboré avec Sa Majesté le roi Hassan II, il y en a certains avec lesquels il avait à la fois des affinités peut-être personnelles, mais également d'autres qui lui semblaient être importants dans son nouveau dispositif. C'est comme ça qu'on va retrouver Andriy Chto, Abdelaziz Mziam el-Frey, qu'on va retrouver des gens qui vont être un petit peu les garants du passé, mais qui sont également constitutifs de l'avenir. Sa Majesté va y adjoindre la jeune garde, qui vont être les hommes de son précaré, ceux qui ont travaillé auprès de lui lorsqu'il était prince héritier, mais aussi des gens qu'il ne connaissait pas et qu'il ne fréquentait pas, qu'il est parti chercher et qui sont venus travailler auprès de lui. Et donc, ces débuts de règne va être un amalgame de compétences issues du règne d'avant. Et c'est à peu près la même chose que ce qu'on a constaté lorsque Sa Majesté le roi Hassan II est monté sur le trône. Lui aussi, lorsqu'il prend Driss Mohammadi comme directeur de cabinet, ils étaient brouillés avec une brouille extrêmement importante lors de l'intronisation de Sa Majesté le roi Hassan II. C'est un homme de feu Sa Majesté le roi Mohammed V, et pourtant il le prend auprès de lui, même s'il partage pas un certain nombre d'opinions. C'est aussi ce qui fait la singularité de notre système, c'est que le roi du Maroc se doit d'être au-dessus d'un certain nombre de clivages personnels et doit pouvoir puiser dans les différentes compétences. Il l'est. Vous avez eu cette phrase à la fin de cette partie sur le roi Hassan II, sur les hommes du roi. Une phrase qui est assez marquante, je vous cite, « Dans cette cour où tout se sait et rien ne s'avoue, la politique n'est jamais loin de la tragédie. » C'est magnifique, c'est shakespearien tout ça. Comme dans tous les cercles de pouvoir. Et au Maroc, c'est exacerbé pour une raison simple, c'est que nous sommes dans un pays de l'oralité. Donc même si on dit que tout se sait mais rien ne se dit, tout finit par se savoir. Parce que les gens finalement le disent. Il y a qu'à regarder, on va dire, la production littéraire que vous avez au Maroc. On est un des pays qui produit le moins au monde. Parce que nous sommes une civilisation du bruit. C'est ce que disait Yahya Ben Slimane. Il disait, on est un des on dit quelles sont tes nouvelles. Et on est un des rares pays qui qualifie parfois les objets, la fonctionnalité des objets par leur son. Quand on dit saroukh, c'est le bruit que fait la fusée et c'est pas vraiment la fusée. Et donc, évidemment, il y a la tragédie parce que nous sommes dans une compétition, que les blocs de pouvoir ne sont pas monolithiques. Contrairement à ce que voudrait présenter une certaine imagerie du Maroc qu'on retrouve parfois dans la presse internationale avec une espèce de vision un peu orientaliste, les cercles de pouvoir au Maroc ne sont pas un bloc monolithique. Ils ont toutes les sensibilités qui s'expriment. Il y a des libéraux et des moins libéraux, il y a des conservateurs, il y a des gens qui veulent beaucoup d'intervention de l'État, des gens qui sont des libéraux convaincus, et c'est finalement la vie de toutes ces sensibilités qui permet à l'État de fonctionner. Mais évidemment, au Maroc, peut-être un tout petit peu plus qu'ailleurs, la perte du pouvoir pour ceux qui l'ont exercé est toujours une tragédie. Il y a cette très belle phrase de Yahya Ben Slimane qui dit le serviteur du Marzen est-elle un palmier qui couvre de ses palmes son entourage et qui en partage le splendide isolement. Donc c'est quelque chose qui est dans nos têtes immémorielles, même si ces notions-là ont un petit peu disparu, ça reste quand même quelque chose qui irrigue notre société. Alors vous citez Yahya Ben Slimane, c'est le bouquin Nous les Marocains, Nahnu al-Maghariba. Oui. C'est un bouquin à lire. Tu connais certainement. Non, mais ça donne envie. Oh, nous, les Marocains, alors, racontent un tas de choses. Bon, vous connaissez ça. Juste une question avant de nous projeter vers l'avenir, parce que j'ai pas mal de questions. Ce qui est intéressant aussi à travers la lecture de ce genre d'ouvrage, c'est on connaît la fameuse phrase, il faut connaître son passé pour mieux comprendre son présent et mieux appréhender son avenir. Mais avant de vous poser des questions sur l'avenir, nous sommes à quelques mois maintenant d'une échéance électorale. J'aimerais avoir votre avis. Quel regard vous portez sur l'échiquier politique, les acteurs de la scène politique marocaine? Et est-ce qu'au fond, c'est ça le sens de ma question, le niveau n'a pas baissé, pour ne pas dire chuté? Je vous cite, pour répondre, pour souligner la question de Adil, le Maroc n'est pas dénué, ça c'est vers la fin, le Maroc n'est pas dénué de stratégie, mais de femmes et d'hommes imprégnés de la réelle volonté de les exécuter. Tout un programme. Alors là, on quitte, si vous voulez, le cadre de ce qui a fait le cœur de l'ouvrage, qui était d'essayer de documenter au mieux un certain nombre de sujets qui sont importants pour le Maroc, pour aller sur le terrain de ce que sont mes convictions personnelles.
Et sur mes convictions personnelles, je pense que le constat, il est très majoritairement partagé, qu'il y a un souci sur l'échiquier politique. Il y a un souci à la fois d'offre et il y a un souci d'animation. Si on est tous, et vous en plaignez régulièrement dans vos éditoriaux, tous à la recherche de quelqu'un qui est en capacité de pouvoir incarner un renouvellement d'une offre politique avec une ligne, c'est qu'il y a un souci. Et ce souci-là, il est aussi parce que le réceptacle n'a pas été bien formé pour pouvoir les accueillir et pour pouvoir amener les nouvelles générations, à la fois ceux qui doivent prendre l'ascenseur social, mais aussi ceux qui sont issus des classes aisées et ceux qui sont issus de la nomenclatura. Moi, ce que je constate, et je vous invite à faire l'exercice, c'est autour de cette table, qui lit vraiment les programmes des partis politiques ? Qui leur accorde encore du crédit ? De par nos métiers, on est obligé de lire à minima ce que proposent les uns et les autres, mais je comprends le sens de cette interrogation. Quand on a lu on a une idée des autres. Mais la question, elle a du sens dans le sens où les gens qui votent, effectivement, je suis pas sûr que la majorité lise les... C'est pourquoi moi je suis pour certaines mesures qui sont radicales. Par exemple, je pense que le vote obligatoire serait un des chemins que le Maroc pourrait emprunter. Ouais. Je pense que ça, au moins, ça mettrait tout d'équerre, parce qu'on est responsable à ce moment-là totalement du choix et de la coloration politique que l'on a faite. Ça nous éviterait des débats qui sont franchement inutiles sur l'abstention et rattacher ça à des obligations civiles normales qu'on peut trouver dans d'autres pays qui ont fait la même chose, ou du moins pour une phase transitoire. Maintenant, sur la question du personnel politique en lui-même, il faut bien comprendre une chose. Un tigre peut pas manger de l'herbe. Pour pouvoir attirer les meilleurs talents dans la sphère politique actuelle, il faut aussi qu'on donne toutes les conditions à l'action publique pour qu'elle puisse s'exercer. Et il faut qu'on pose des questions qui font mal. À savoir la question, par exemple, de la rémunération des gens qui sont dans la haute fonction publique. Ceux qui vont prendre des responsabilités très importantes, qu'elles soient ministérielles ou qu'elles soient à la tête d'agence ou qu'elles soient à la tête... On peut pas d'un côté avoir le discours de dire on veut ramener les meilleurs, mais attention, on veut pas les payer au prix du marché. Est-ce que c'est un discours que l'opinion publique est prête à entendre aujourd'hui ? Totalement inacceptable pour l'opinion publique. Mais justement, ce serait faire preuve de courage politique que de poser ça sur la table. Cela étant, la fonction publique, Abdelmalek Alaoui est un sacerdoce. C'est pas une sinécure. Quand on rentre dans la fonction publique, c'est pas pour faire de l'argent. C'est pour travailler avec un salaire, je vous l'accorde, décent, plus que décent même. Et c'est ce qui a été fait pour les communes. Si tu veux attirer les meilleurs, faut bien les payer. Mais Aziz Boussa, moi, c'est précisément de ça dont je me méfie. Quelqu'un qui veut aller vers la fonction publique alors qu'il sait que les rémunérations sont pas bonnes, qu'est-ce qu'il y cherche ? Et je pense qu'il faut se poser la question. Et celui qui est prêt à aller, est-ce qu'il cherche une rémunération d'ego ? Est-ce qu'il cherche d'autres choses ? Il cherche à faire de la politique, tout simplement. Il cherche à faire de la politique. Il a un objectif politique à faire aboutir, et il est là, et c'est son objectif. Il est mu par ça. Et selon vous, c'est la majorité ? Non, absolument pas. Non, on est d'accord sur le constat. On est d'accord sur le constat. On est d'accord. Alors, vous ouvrez... une question sur les jeunes, parce que c'est en préparant cet entretien, en discutant, vous nous disiez que ce qui vous intéresse quand vous produisez des livres, quand vous faites des séances de dédicace, c'est le lectorat jeune. Et c'est vrai que le constat aujourd'hui au Maroc, pas qu'au Maroc, c'est que les jeunes lisent de moins en moins. Bon, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour redonner goût aux jeunes à la lecture ? Est-ce qu'on peut les obliger à lire, tout simplement ? Les obliger à lire, je sais pas, mais je constate qu'il y a un certain nombre de pays, par exemple, qui aujourd'hui sont en train de prononcer des interdictions des écrans pour les adolescents. Et on sait aujourd'hui, on commence à avoir le recul nécessaire pour se rendre compte du dommage que ça peut faire, une surexposition des écrans, notamment entre l'âge de 12 à 16 ans. Et au vu de toutes les polémiques, les questions que nous avons sur les examens, par exemple, sur l'utilisation de moyens technologiques lorsqu'il y a l'école, je pense qu'il y a un certain nombre de mesures qu'il faut aller chercher. Parce qu'aujourd'hui, il y a peu d'acteurs politiques, justement, qui se préoccupent de la santé cognitive de nos concitoyens. Or, la santé cognitive de nos concitoyens, elle est, à mon sens, durablement altérée. Il y a qu'à regarder le classement des réseaux sociaux que nous avons au Maroc. Le premier réseau social que nous avons au Maroc, c'est TikTok. Et TikTok, c'est un réseau social qui se bat pour capter votre attention. Et qui se bat pas pour vous nourrir de Ibn Khaldoun ou de Chateaubriand. Il se bat juste pour que vous puissiez rester le plus longtemps possible sur votre téléphone. Sur la question du livre,
qui à mon sens est un bien national. Moi, je dirais peu importe le médium. Peut-être que moi, je suis ringard ou vieux jeu, je préfère les bouquins en papier. S'ils sont sur des tablettes, tant mieux. Du moment qu'on arrive. Mais ce qu'on constate partout dans le monde, c'est que même à Columbia, c'est que en première année, les étudiants d'université sont moins capables aujourd'hui de lire un bouquin de 400 ou de 500 pages que ne l'étaient leurs années d'il y a 10 ans. Et donc, il y a un problème d'attention. Et même nous, dans nos comportements de tous les jours, peu d'entre nous arrivent à terminer un film. C'est-à-dire, à un moment, il y a cette espèce d'appel du téléphone pour aller vérifier. Et donc, il faut qu'on arrête de nourrir la bête. C'est une fatalité. C'est pas une fatalité. Comme je vous l'ai dit, il y a des pays qui font législation. L'Australie l'a fait récemment, estimant que c'est une cause nationale qui est absolument essentielle. Mais je vais être peut-être plus en phase avec ce qu'on a réellement au Maroc. On a un problème d'employabilité des jeunes, effectivement, au Maroc. Et on a un problème de plus en plus important, au vu de notre évolution démographique, d'isolement de nos aînés. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il y avait un service civil national dans lequel des jeunes prendraient en charge des aînés, on en générerait énormément d'externalités positives. Pour la pratique du sport. Aller chaque jour faire une marche de 1 heure, de 1 heure et demie avec un retraité pour lui redonner du lien social, pour reparler avec lui, pour lutter contre le diabète, pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, pour lutter contre l'isolement. Le Maroc fait des transferts et fait des transferts non conditionnés aujourd'hui. On les a avec les aides sociales directes, elles sont conditionnées uniquement au fait que est-ce que vous avez des revenus ou est-ce que vous en avez pas. Mais on peut imaginer une nouvelle génération de transferts qui soit conditionnée justement au fait de recréer des liens entre les générations. Comme je vous l'ai dit, on a une civilisation de l'oralité et je pense qu'il y a quelque chose à creuser dans cette transmission intergénérationnelle au Maroc parce que c'est ce qui fait la marque de fabrique et la singularité de notre pays. Pour moi, le vrai drame, ça serait de voir qu'il y a de moins en moins de familles marocaines qui se retrouvent autour d'un repas. Aziz, une dernière question? Oui, alors la dernière, voilà, effectivement, donc on va partir sur la dernière partie de votre bouquin, qui n'est pas une conclusion, que vous n'avez pas appelée conclusion, mais qu'on sent, loin de moi l'idée de dire qu'elle est bâclée, mais disons qu'elle est un peu précipitée. Vous parlez de la synchronisation des politiques, vous parlez d'une forme de fermeté morale sur les petites incivilités, vous parlez du rôle de l'État, enfin de la relation État-média, et vous parlez aussi, et bien entendu, de la jeunesse et de l'emploi de la jeunesse. On a l'impression que ce sont des recommandations, même si vous vous en défendez avec votre humilité habituelle, mais on a l'impression que vous ouvrez sur quelque chose d'autre. Alors, finalement, dans ce chapitre-là, dans ces 4, 5, 6 pages, 10 pages grand maximum, vous en dites trop ou pas assez? Est-ce qu'il y a... Pourquoi vous avez dit ça, en fait? Khalitina sur la fin, quoi. Rendez-vous au tome 2. Pour l'instant, j'estime avoir... Voilà, j'attendais ça. Non, j'estime avoir fait ma part. Je n'ai pas d'autre contribution à pouvoir apporter, si vous voulez, à la discussion collective que celle de dire que restaurer la synchronicité et devenir absolument ultra vigilant sur la qualité d'exécution. Je vais vous donner une statistique, par exemple, du début des années 2000 au Maroc. Lorsqu'un établissement public est programmé pour être, un bâtiment public est programmé pour être fait, généralement, il est programmé pour être fait dans les 3 ans avec un budget X. La statistique globale de tout le Maroc, c'est qu'il est fait en 9 ans avec 2 fois et demi le budget. Donc quand je parle de rétablir la synchronicité, c'est juste de dire, écoutez, il y a des mesures de bon sens extrêmement simples qui est qu'on se lance dans aucun projet. Et c'est une mesure qu'avait introduit le gouvernement de Cédric Chto, tant qu'on n'a pas épuré le foncier, tant qu'on n'a pas eu les études, tant qu'on n'a pas tout fait. J'aimerais qu'on étende cette démarche-là à tout le reste. Eh bien, nous allons conclure là-dessus. Abdelmalek Alaoui, merci en tout cas d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Abdelmalek Alaoui, Maroc, le défi de la puissance. C'est le dernier livre de Abdelmalek Alaoui. Nous étions ravis de vous accueillir aujourd'hui pour en parler, pour élargir aussi la discussion à d'autres sujets qui ne figurent pas dans le livre, mais qui nous intéressent. Merci, à bientôt dans le 12-13 de Média 24. Merci beaucoup. Avec Aziz Boustan, on reste ensemble pour la suite de l'émission. On se retrouve juste après cette petite pause pour la chronique hebdomadaire signée Aziz Boustan. Tout de suite.
Suite et fin du 12-13 de Média 24 et on se retrouve avec Aziz Bousta pour la chronique hebdomadaire, l'œil de Aziz Bousta. L'œil de Aziz Bousta avec Aziz Bousta, tout naturellement. Bonjour Aziz. Forcément. Alors, c'est quoi les sujets d'actualité qui t'ont marqué cette semaine et que tu souhaites partager avec nos téléspectateurs? Ah ben, j'adore. À chaque fois, tu me poses la question. À chaque fois, je te dis, je te répondrai pas, sauf pour le premier qui s'appelle Tout le monde sera premier. Après, tu vas découvrir, tout le monde va découvrir. Alors, tout le monde sera premier. Et là, c'est les élections. Le Maroc est en année électorale. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, mais peu s'en préoccupe, il faut le dire et le reconnaître. Et pourtant, ce même tout le monde s'accorde à dire que cette élection est cruciale, essentielle, fondamentale, et pour plein de raisons où le mondial figure en énième position entre nous, car il y a des choses bien plus importantes. Oui. Mais ce qui fait que les gens s'en préoccupent peu, et que les ministres, les chefs de parti et les ministres chefs de parti, soit parlent pour ne rien dire, soit ne parlent pas, soit pour dire des choses convenues. Et quand ils parlent, c'est pour dire ou laisser entendre que leur parti sera premier aux élections. Décodé, je serai chef ou à minima membre du gouvernement. Imam chef du gouvernement et membre du gouvernement. Alors, revue de détail sur les partis. Le RNI a changé de président, mais pas d'ambition. J'y suis, j'y reste. Aime-t-il à dire et à répéter à ceux qui le croient encore, mais qui regardent la réalité des choses et en doutent. Aziz Akhnouch est parti et les siens l'ont laissé partir. Soit il fait plus confiance en rien ni personne, soit ce sont les siens qui lui font pas confiance. Les électeurs risquent fort de ne faire confiance à personne. Il y a une troisième possibilité. Qui est qu'il estime que son temps le temps de mettre un terme à sa fonction et à ses activités politiques est arrivé et qu'il décide de partir en son âme et conscience, non? Oui, il a décidé. Tu n'as pas tendance à y croire. Là, il a décidé ça le 10 janvier entre l'Asr ou le Maghrib ou l'Asr et l'Isha, puisque le matin du 10, il y avait Talbi al-Alami a dit la semaine dernière, il a dit oui, mais c'est vrai que le 10, il disait que nous allons, et que le 11, il a décidé qu'il partait, et qu'entre temps, il a dû se dire que on est arrivé, ça fait. Tu n'y crois pas. Non, j'y crois pas. D'ailleurs, toi aussi, pourquoi tu fais un petit sourire? Non, mais c'est une possibilité, hein. Je me permets de petit sourire que je connais bien. Non, parce que je sais que tu es un peu têtu et que quels que soient les arguments, tu resteras têtu. Le PAM, Parti Authenticité et Modernité, veut mordicus diriger le gouvernement du mondial, comme il l'appelle. Mais il n'a pas encore choisi qui est son champion ou sa championne. Quand Abdel Fouebi est parti du secrétariat général, le parti ne pouvant choisir entre plusieurs candidats, a mis ces plusieurs à sa tête au Tenna. La chorale semble fonctionner devant des micros, mais on verra ce que cela donnera devant des urnes. L'Istiqlal, lui, il piaffe d'impatience et s'y voit déjà. Alors il dit rien, mais alors vraiment rien en dehors de parler haut, équipement, autocritique, jeune. Pas de risque, surtout pas de risque. La primature, elle est pas loin. Le PJD laisse entendre que comme un Messi, il reviendra. Le PPS, lui, aspire comme toujours à monter, et même à remonter. Et le MP se voit cette fois sur le podium. Quant à l'USFP, elle doute de rien. Quand tu leur demandes, ils te disent on est les premiers et puis c'est tout. Sauf que tout ça, ça se passe à Rabat et banlieue, dont la population arrive péniblement à 5% du total des Marocains. C'est dire si des surprises sont à attendre ce 23 septembre au soir, du moins en attendant qu'on ait des sondages dans ce pays. Ton pronostic, si j'ai bien compris, c'est qu'il y aura des surprises le 23 septembre. Oui, d'abord. C'est ce que j'ai cru comprendre. D'abord une surprise au niveau du taux de participation, parce que tout ça n'est pas très clair. Et deuxièmement, bonne ou mauvaise, la surprise? Je crains qu'elle ne soit mauvaise, je crains. Et je le regrette de tout mon être, parce que moi, je suppose que, les gens doivent aller voter en masse. Là, on verra. D'ailleurs, tout à l'heure, on était avec Abdelmalek Alaoui qui a parlé du vote obligatoire, mais c'est vrai que le vote obligatoire doit passer d'abord par l'inscription de tout le monde, c'est-à-dire le 27-28 millions. Je suis pas sûr que ce soit non plus la solution idoine, mais bon. 28 millions sont au SMA, tu auras un taux de participation de 25%, ça fait un peu désordre. 2. Yalta 1, Yalta 2, Yalta 3. Après la rencontre d'Anchorage entre Vladimir Poutine et Donald Trump, en août dernier, plusieurs analystes et commentateurs avaient appelé ça un Yalta 2, en référence à cette conférence de février 45, quand les grands de l'époque avaient décidé du sort de l'Allemagne post-Hitler et dans la foulée, s'était partagé le monde. En août 25, donc 80 ans après, il fallait actualiser tout ça avec les nouvelles règles du jeu et les nouveaux acteurs. C'était alors la rencontre d'Anchorage, en Alaska, 2 mois après la guerre des 12 jours, 6 mois avant la guerre toujours en cours, et en pleine guerre en Ukraine. Ça a donc Anchorage parlé Ukraine, parlé RZA, Israël, Europe et OTAN. Et depuis, on sent un Poutine plus serein que du temps de Biden. Mais quand on est 3 grands,
on ne peut se partager le monde à deux. Il fallait donc le troisième. Et le troisième, c'est Xi Jinping, le patron incontesté de la Chine, ami de Poutine, soutien de l'Iran, amateur de Taïwan et grand poil à gratter de Donald Trump. Les deux hommes, l'Américain et le Chinois, vont se rencontrer cette semaine donc à Pékin. La Chine contrôle environ 70% de la production minière mondiale de terres rares et 90% de leur raffinage et de transformation. Mais elle est très dépendante du pétrole qu'elle importe à 70% de sa consommation. Les Américains contrôlent aujourd'hui donc le Venezuela. Et Trump en parle comme 51e État. Il va absolument avoir un 51e. C'était le Groenland, maintenant c'est le Venezuela, qui s'en défendent, bien sûr, le Vénézuélien. Donc les Américains contrôlent aujourd'hui le Venezuela et œuvrent à contrôler l'Iran, dont une part importante du pétrole consommé en Chine vient de chez eux. Et donc, on voit bien que cette rencontre au sommet entre Xi et Donald sera axée fric et puissance, géostratégie et partage du monde. Ils le disent pas, mais bien des analystes le prédisent. Ce sera Yalta 2, en attendant Yalta 3 avec les trois grands, ce qui ne saurait tarder, mais Poutine. Cette mise en contexte géopolitique me semble très intéressante parce qu'elle permet effectivement d'expliquer certaines décisions de Donald Trump, notamment la prise de pouvoir au Venezuela, le changement de régime au Venezuela et même la guerre en Iran. Il faut la lire aussi à l'aune de la guerre, la vraie guerre en tout cas pour l'empire américain qui est face à la Chine et non pas ni face à l'Iran ni face au Venezuela. Bon, d'où ma modeste chronique, d'où mon modeste texte pour essayer d'expliquer. Oui, c'était ma manière à moi de te dire que ta chronique était tapée en plein dans le mille. Merci Aziz, ça fait toujours plaisir à entendre. 3. Je suis le pape. Je suis le pape. Je suis le pape. Alors, anecdote très, très croustillante. Léon XIV est pape de son État depuis 1 an, presque jour pour jour. Il est américain et il est Will Chicago. Will Chicago. Will Chicago. Jusque-là, tout va bien. Le jeune homme entre dans les ordres, longtemps, et fait sa carrière qui le mène à la fonction suprême et à l'infaillibilité, c'est-à-dire à la papauté. C'est moins commun, mais ça peut arriver aussi. Mais 1 an après son élection, il a pensé devoir régler quelques petites affaires personnelles laissées en friche à Chicago, dont son compte bancaire. Il appelle alors sa banque et se présente sous son nom de Robert Prévost, demandant à changer des choses sur son compte. Une dame consciencieuse lui répond, lui pose tout un tas de questions de sécurité pour l'identifier, questions auxquelles il répond comme il faut. Mais l'employé, qui connaît par cœur son catéchisme bancaire, refuse de procéder au changement demandé par son client, lui demandant de se présenter en personne à l'agence. Le pape lui répond « Je ne vais pas pouvoir faire ça, madame ». Et la dame lui exprime alors ses regrets de ne pas pouvoir l'aider. Le pape tente alors son dernier coup. « Est-ce que cela changerait quelque chose, madame, si je vous disais que je suis le pape Léon ?» L'employé a raccroché et le pape n'a pu régler son problème bancaire qu'à la suite de l'intervention d'un religieux qui connaît aussi bien le pape, mais aussi et surtout le président de la banque. On peut être pape, mais le baksahbisme est un concept apparemment universel. Ouais, j'allais dire, il aurait pu appeler Donald Trump pour qu'il lui règle le problème, mais il est en froid. Donald Trump, il aurait fermé son compte certainement. Merci, voilà. Merci Aziz pour cette chronique hebdomadaire et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Comme je vous dis à la semaine prochaine, vous aussi, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Merci de nous avoir suivis, écoutés, regardés et à très vite dans le 12-13 de Média 24. Au revoir.